Aujourd'hui, je vais vous révéler comment je monte une vidéo de A à Z. Je vais vous montrer toute ma timeline, la manière dont je m'organise, mon setup sur Premiere Pro et les points d'amélioration que j'aurai à vous donner et à me donner à moi aussi, au passage. Bon, déjà, faut savoir que je bosse sur un écran de 21 neuvième. C'est un peu plus étiré que du 16 neuvième, les écrans qu'on a tous l'habitude de voir généralement, et c'est un peu moins grand que du 32 neuvième. 32 neuvième, ça serait vraiment comme si on avait deux écrans 16 neuvième à côté. Là, c'est un peu un entre-deux. D'ailleurs, big up à Théo, mon alternant, qui m'a revendu cet écran, et ça fait à peu près un mois et demi que je l'utilise, et c'est vrai que j'en suis plutôt satisfait. Et donc, grâce à cet écran, j'ai la chance et la possibilité de travailler ma timeline en hauteur. Ça me permet par exemple de faire du montage pancakes. Donc par exemple, en bas, avoir mon dérush et au-dessus, avoir mon montage. En tout cas, c'est très intéressant. Surtout si vous bossez pour un client qui a des assets très spécifiques. En bas, vous pouvez mettre les assets et au-dessus, la vidéo. Et ça vous permet de glisser-déposer hyper facilement, sans la retirer de la timeline en dessous, directement au-dessus. Donc moi, j'ai décidé d'avoir cette organisation. Le but, c'est que j'ai vraiment une visibilité sur ma timeline dans son ensemble et que je puisse travailler en hauteur, en largeur et de manière très très efficace. Dans le point central, déjà, on a la timeline. Pour moi, c'est un élément très très important. Pour moi, c'est le cœur du montage réellement et c'est très important d'avoir beaucoup de layers. L'erreur qu'on fait, et je reviendrai plus tard dessus, mais l'erreur qu'on fait, c'est généralement que on va bosser sur des écrans 16 neuvième, des fois des écrans d'ordinateur portable, et on va avoir la timeline en longueur. Ça sert à rien. Enfin, moi, je trouve perso que ça sert à rien. C'est beau pour faire sur Twitter, pour avoir une grande timeline très belle, etc. Mais moi, je trouve que travailler la timeline en hauteur, c'est beaucoup plus important. On peut placer les musiques, le sound effect, on peut avoir une visibilité sur toutes les pistes qu'on a envie de mixer, et au niveau des layers qu'on met, donc des calques d'effets, etc., c'est beaucoup plus aéré. Et justement, ça peut entraîner des problèmes, mais j'y reviendrai plus tard. Donc, on commence tout en haut à gauche, j'ai tous mes effets. Ça me permet d'aller chercher tous mes effets, d'avoir tous mes presets. Donc, par exemple, je tape bas, par exemple, et ben ça me permet d'avoir tous les presets directement, arrivée bas, départ bas 2. Donc ça me permet d'avoir une dextérité, d'avoir une rapidité d'exécution excellente. Deuxième point pour avoir une rapidité d'exécution, c'est d'avoir son projet, ses médias à portée de main et bien trié. Donc ça, j'utilise le plugin Premiere Pro Organizer créé par Selgi. Vous mettez les noms de vos dossiers. Vous créez ensuite vos dossiers qui correspondent avec ces noms, et ensuite vous cliquez sur Organize File. Ça vous permet d'avoir tous vos fichiers triés dans les dossiers et directement dans Premiere Pro en un clic. Et vraiment, ça se fait vraiment en 3 secondes. Parce que généralement, on a des audios, des séquences, des images, peu importe, tout, et c'est le bordel. Et on n'arrive pas à retrouver un truc, etc. Et c'est dégueulasse, c'est moche, et quand on veut importer d'autres médias, etc., enfin, c'est une horreur. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir justement tout qui est trié. Donc là, vous voyez qu'il y a toutes les images, tous les sound effects et les musiques, mais il y en a beaucoup, ça on verra, on viendra là-dessus plus tard. Les séquences, pareil, donc on a les séquences After Effects. Enfin voilà, tout est vraiment trié, et ça, c'est primordial. Derrière, on a Epidemic Sound. Donc ça, c'est une extension, donc bien sûr, je paye l'abonnement Epidemic Sound. Yes, elle marche pas. Et du coup, Epidemic Sound, en fait, l'extension, ça me permet d'avoir directement, dans Premiere Pro, les musiques d'Epidemic Sound. Et du coup, au lieu d'aller sur internet, Epidemic Sound, télécharger l'audio, le mettre dans le bon dossier, etc., j'ai plus qu'à faire ma recherche, cliquer sur Download, et ça me télécharge l'audio en Wave et dans le bon dossier. Et vous verrez qu'après, j'ai un dossier partagé avec mon alternant Théo, qui nous permet en fait d'avoir tous les fichiers regroupés un seul et même endroit en partagé. Mais ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Ensuite, j'ai Premiere Composer, qui pareil, en fait, me permet d'aller chercher les musiques que j'ai déjà téléchargées. Donc là, j'ai plus qu'à entrer des mots-clés, j'ai toutes les images, tous les green screens, tous les fonds verts, etc. Et je crois que j'ai plus de 100 gigas, ou 150 gigas, je crois, de dossiers, de fichiers, d'emojis, de... Bref, j'ai plein de trucs, et tout est relié directement dans un dossier partagé. Donc si Théo, par exemple, lui, fait un montage de son côté, télécharge des choses de son côté, eh ben, ça va s'enregistrer directement dans Dropbox. Moi, mon ordi va le télécharger directement, et ça va apparaître dans ce dossier partagé. Donc même si Théo télécharge des musiques, et qu'il a envie de me les transférer, ou qu'il bosse sur un projet, etc., et ben moi, elles s'affichent directement. Parce qu'elles sont dans le Dropbox, etc., dans le même dossier partagé. Ensuite, on a les modèles graphiques, donc ça, pareil, c'est des Moggurt que j'ai créés. La plupart, c'est ceux que j'ai créés. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo sur comment créer des objets graphiques essentiels ou des Moggurt. En tant que monteur vidéo aujourd'hui, on doit être polyvalent et on doit savoir répondre à toutes les attentes des clients. Pareil, j'ai mes outils sur la timeline, tout est à portée de main. Et j'ai bien sûr le fameux plugin Copypasta qui est vraiment un game changer. Je vais sur Google, je prends une image, généralement en PNG, je la copie, et ensuite j'ai plus qu'à faire paste. Et ça me colle directement dans la timeline l'élément. Donc ici, on a mis le chemin vers le dossier Dropbox partagé avec Théo. Et donc si lui ou moi, on colle un copy-pasta, et ben ça se met directement dans un dossier. Alors oui, c'est pas très bien organisé, mais au final, si lui a besoin de travailler sur le projet, de reprendre un projet, ou que moi j'ai besoin de prendre un projet qu'il a créé, et qu'il y a des copy-pasta, eh ben je peux y avoir accès directement. Et petit bonus aussi, j'ai l'extension YouTube tout première, créée encore une fois par le fameux Selgi, qui me permet directement sur internet, dès que j'ai un projet Premiere Pro ouvert, d'avoir 3 petits boutons. Télécharger la vidéo en entier, télécharger un clip de 30 secondes
de la vidéo ou télécharger l'audio de la vidéo. Et ça, c'est tellement bien. Et je vous jure, et ça s'importe directement dans votre projet. Vous téléchargez, vous cliquez, et même les vidéos les plus lourdes, avec plusieurs gigas, ça met vraiment quelques minutes. C'est incroyable. Et c'est trop bien. Et c'est vraiment un game changer pour le coup. Ensuite, bon, la timeline, ça, j'en ai parlé. La barre de son, ça, je l'utilise assez souvent et je vérifie surtout que le son n'est pas saturé. Si le son est saturé, ben, on va trouver des moyens, des solutions, et justement en allant dans le mixage audio. Alors là, j'ai ma console de mixage audio. Voilà. Alors, je suis pas le meilleur en mixage audio. Généralement, sur des vidéos YouTube, on va pas faire un mixage hyper poussé. Je fais vraiment le minimum, le strict minimum. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir plein de pistes audio comme j'ai là, sur le côté. Parce que ça permet en fait de séparer vraiment les effets que vous allez mettre sur chaque piste et augmenter votre rapidité pour travailler. À droite, qu'est-ce que j'ai les options d'effets. Bon, ça c'est un classique. Je vous conseille d'avoir au niveau des options d'effets pour le coup assez de largeur parce que quand vous avez votre option d'effet qui est tout petit comme ça, eh ben vous n'avez pas la grande visibilité sur toutes vos keyframes. Ça permet vraiment de mieux travailler en fait les animations d'apparition, de disparition, etc. Des animations de texte, hein, bref, peu importe. Ensuite, j'ai les propriétés, donc ça, c'est le nouvel onglet de Premiere Pro. Ça me permet de toucher surtout au texte, ça j'utilise surtout pour les textes, et les Mogurts. Voilà, ça me permet de modifier les Mogurts assez facilement. Et pareil, ça, je l'ai à portée de main. On a les deux moniteurs, donc moniteur programme et moniteur source. Je sais qu'il y a des monteurs qui aiment bien avoir les moniteurs source à gauche et le moniteur du montage à droite. En vrai, j'y vois pas beaucoup d'intérêt. Pour voir une source, j'ai juste à double-cliquer dessus. Elle s'affiche à droite. Et puis ensuite, une fois que je veux l'importer, j'ai juste à glisser-déposer ici. Et dès que je clique sur Play, on arrive directement sur Programme. Donc ça permet de switcher entre les deux. Et je vois pas grand intérêt, pour le coup, à avoir la source d'un côté et le programme de l'autre. Et là, vous allez me dire sur les côtés, ouais, mais il y a de l'espace de perdu et tout, c'est dommage. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais du coup, si je dois voir un détail, replacer un élément, eh ben, j'ai plus qu'à faire ça. Voilà. Alors que si j'avais la source à côté, eh ben, on aurait de l'espace de perdu en hauteur. Parce que des fois, il y a des éléments, on se rend pas compte, qui sont tellement gros à l'œil. Typiquement, les sous-titres. Je fais beaucoup de cette erreur-là sur les sous-titres où j'ai tendance à mettre les sous-titres beaucoup trop gros. Et ben, quand on augmente la taille de l'écran, ça nous permet de se rendre compte qu'en fait, les sous-titres, oui, ils sont beaucoup trop gros. Voilà un peu ma manière de m'organiser. Et maintenant, je vais vous montrer, j'ai décortiqué la timeline que j'ai fait pour la dernière vidéo de Fuse, Chasse à l'homme. Ah oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais qu'il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés sur cette chaîne, mais je fais déjà beaucoup de contenu court, et dans les prochaines semaines, je vais faire un maximum de contenu long. Donc voilà, si vous voulez connaître mes prochains secrets, n'hésitez pas à vous abonner. Et le petit like aussi, forcément, ça fait plaisir. Quand on a fini de dérusher une vidéo, généralement, on se retrouve plus ou moins avec ça. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo, justement, encore une idée de vidéo, il faudrait que je fasse une vidéo sur comment dérush. Parce que j'ai remarqué, et c'est pour ça que je me suis entouré de Théo, que j'ai travaillé avec beaucoup de freelance qui faisaient des dérushs, et ça me plaisait pas. Pour plusieurs raisons. Parce que les cuts étaient trop francs. Parce qu'il y avait trop de cuts, justement. Parce qu'il n'y avait pas de rythme directement mis dans la vidéo. Parce qu'il y avait trop de choses qui restaient en suspens. Des fois, je recevais des dérushs vraiment, no joke, de 1 heure, alors que le brief de la vidéo, c'était que la vidéo dure 20 à 25 minutes. Maximum. Pour moi, un dérush, oui, il faut garder du contenu, mais dans la limite du raisonnable. De plus, un dérush, pour moi, il doit y avoir déjà un certain rythme. Il doit y avoir déjà des G-cuts, des L-cuts. Il doit y avoir un début de mixage. Il doit y avoir une certaine hiérarchie au niveau des pistes. Et c'est pour ça, justement, que vous voyez qu'en fait, au niveau de mon dérush, c'est pas une piste audio, une piste vidéo. Parce qu'en fait, je vais empiler des rushs, je vais en garder certains, je vais en activer, désactiver certains. Typiquement, là, c'est un rush GoPro. Ça, c'est un classique au niveau des monteurs, mais c'est important de le prendre en compte. Quand vous dérushez, gardez les rushs que vous avez. Il y a beaucoup de monteurs aussi qui vont dérusher, s'il y a plusieurs cams, en multicam. Alors, le multicam, ça marche bien pour les interviews, mais avoir des séquences en multicam, je suis pas fan. Parce qu'on n'a pas une vraie visibilité sur combien il y avait de cam, combien il y avait de micros, etc. Et ça nous perd au bout d'un moment. Donc il y avait 2 POV dans cette vidéo. Il y avait la POV de Awen, la personne que vous voyez juste ici. Bon, désolé, c'est pas très flatteur. Personne que vous voyez juste ici. J'ai tout mis en violet. J'ai un petit raccourci sur mon Stream Deck, qui est juste devant moi, où je peux avoir toutes les couleurs de chaque libellé dans Premiere Pro. Ça me permet en fait de prendre un groupe, hop, de cliquer directement sur pourpre, par exemple, et ça me met la vidéo en pro. Et du coup, ça me permet d'avoir une vraie visibilité sur la quantité de rush qu'il y a pour Ewen, la quantité de rush qu'il y a pour Fuse. Et le but, c'est de l'avoir équilibré. Et quand on dézoome sur la timeline, on peut voir que c'est plus ou moins équilibré. Voilà, une partie Ewen, une partie Fuse, Ewen, Fuse, Ewen, Fuse, et on a plus ou moins la même quantité. Et en jaune, vous allez me demander ce que c'est. C'est tout simplement les POV des abonnés. Donc hiérarchisez vos rushs, ça c'est très important. Pensez à séparer vos caméras et à toutes les avoir sur la timeline. Pareil pour vos micros, et à avoir une piste pour chaque micro. J'ai une piste pour le micro de Fuse, une piste pour le micro d'Ewen. Pourquoi ça, vous allez me dire? Tout simplement, même s'ils étaient ensemble dans la même pièce, pour avoir une hiérarchisation sur les deux. Si vous travaillez avec votre timeline en vertical, vous avez de la place, donc profitez-en, c'est hyper important. Et derrière, en dessous, c'est une piste pour tous les micros secondaires, tous les micros des abonnés, et là,
Pour éviter d'utiliser trop de pistes, donc c'est un peu paradoxal ce que je vais dire, mais pour éviter d'utiliser trop de pistes, eh ben, je vais avoir une piste comme celle-là où je vais mettre un peu tout. C'est ça, c'est le son de l'écran du téléphone de Ewen. Et bah, pour le coup, je l'ai mis sur cette piste, au même endroit que j'ai mis le micro des abonnés. Et généralement, sur ce genre de piste, je vais pas mettre trop de mixage. Et je vais faire le mixage au cas par cas. Parce que comme vous le voyez, sur cette piste, il y a des micros, mais c'est pas non plus la folie. Vous voyez, par exemple, sur la piste de Fuse, il y en a beaucoup plus, sur la piste de Ewen, il y en a beaucoup plus. Ici encore, on peut se permettre de faire mixage un élément par un élément. Ensuite, on avance. On va rajouter du coup l'intro. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le bon vieux Arcé pour le coup. Et du coup, ça, c'est un élément qu'on va m'envoyer. Et du coup, l'audio, je vais mettre sur cette fameuse piste non mixée. Parce que je considère que Arcé a déjà fait le mix, a déjà modifié les voix, la musique, etc. Donc je vais le mettre sur une piste vraiment neutre. Pour garder le son original que le monteur de l'intro a voulu mettre. Donc voilà. Ensuite, on ajoute. Alors là, il y a 2 espaces vides qui sont pareils. Une voix off et une sponsor. Alors là, c'était une sponsor pour InnoShield. Et ça, pareil, c'est pas moi qui m'en occupe. Les audios, pareil, je l'ai mis sur cette piste neutre. Donc sans mixage, sans rien. Bon, ça, généralement, je vous l'ai mis au début, mais généralement, ça arrive vers la fin du montage. Hein. Là, il me l'a vraiment envoyé 3 heures avant qu'on termine la vidéo finale et que je fasse le rendu final. Donc, voilà. Mais en tout cas, je laisse des blancs sur le montage pour pouvoir réinsérer les sponsors, les voix off illustrées, l'intro, etc. Ensuite, prochain élément, et ben moi ensuite, une fois que j'ai mon derush, que j'ai sélectionné le rythme, que Fuse et Ewen ont sélectionné les moments qu'il fallait que je rajoute parce que j'ai oublié parce que j'en ai trop enlevé dans le derush, ou alors qu'il y a trop de trucs qui ne vont pas et du coup que je dois enlever du derush. Une fois qu'ils ont tout validé, et ben moi j'insère toutes les musiques. Et donc là, c'est un peu ma spécialité, on va dire, parce que je suis pas un grand sound designer. Vous le verrez après, mais moi j'aime beaucoup jouer avec les musiques parce que je trouve que c'est ce qui porte un peu la vidéo. Malheureusement, aujourd'hui sur les vidéos YouTube, c'est très rare les vidéos où on est captivé sans musique. Généralement, ça va être des podcasts, ça va être des choses avec des discussions, avec beaucoup. Là, typiquement sur cette vidéo, il n'y a pas de musique. Ça va être des choses très longues, avec beaucoup d'explications, il va falloir rester concentré. Mais sur une vidéo où il y a du suspense, il y a des moments de rire, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de victoire. Bref, il faut que ça transpire dans la vidéo. Pour moi, dans cette vidéo, j'ai utilisé au bas mot 25 musiques. Elles sont entrecoupées, elles sont modifiées. Vous voyez là par exemple sur cette séquence, typiquement, j'ai beaucoup joué avec les keyframes pour augmenter le son, le baisser. Il parle plus, machin, il y a un moment de stress, etc. Quand j'insère les musiques, c'est que ça tombe bien. Typiquement là, vous voyez, je vais vous mettre ce passage. Ok, oh mec, ça fait battre mon cœur. Et pas pour de l'amour. Vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. Et d'un seul coup. Ok, update, on a raté le bus. Voilà, pour moi c'est très important. Et le but en fait, c'est de jouer avec la musique dans les vidéos YouTube. Même si votre séquence elle est plus petite et que vous n'arrivez pas à raccourcir, malgré l'outil de remixage de Premiere Pro, vous n'arrivez pas à raccourcir la musique et que ça tombe mal, etc., eh ben c'est pas grave, agrandissez la séquence. Pour moi, c'est hyper important et je le dis souvent à Théo, pour le coup, agrandissez vos séquences, jouez avec la musique et faites en sorte que la musique soit au service de la vidéo et pas que la vidéo impacte la musique. Et du coup, vous avez, pour moi, le devoir de remixer la vidéo en fonction de la musique. Et de remixer aussi la musique. Donc pour ça, vous savez, il y a des temps, il y a des BPM sur une musique, il y a des mesures, et je pense que c'est important aussi de maîtriser cette partie-là. Ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, de savoir comment bien remixer les musiques et comment bien les intégrer dans les montages, parce que pour moi, c'est vraiment le cœur de ce que doit faire un monteur, surtout sur des vidéos actuellement. Pour moi, là, on a une vidéo, aux yeux du spectateur, si je la postais comme ça serait chiant parce qu'il n'y aurait pas les assets, il n'y aurait pas d'illustration, des trucs, mais pour moi, elle est regardable. Pour moi, il y a du rythme. Pour moi, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais du coup, rentre en place le sound design. Alors au niveau du sound design, je vous ai dit, je suis pas un grand adepte et je suis pas le plus fort là-dedans. Finalement, je vais en mettre beaucoup dans les intros. C'est pas une perte de temps pour moi, mais c'est juste quelque chose sur lequel j'ai pas pris beaucoup de temps et sur lequel je suis pas le plus fort. J'ai plus me concentrer sur des assets, sur des choses visuelles et sur la musique. Donc maintenant qu'on a fait le dérush, qu'on a posé l'intro, les voix off animées, etc., qu'on a posé les musiques, qu'on a tout le rythme de notre vidéo, le sound design avec les potentiels risers, etc., et ben pour ajouter encore plus d'explications et de contexte au spectateur, on va ajouter les assets. Et là, c'est la grosse partie, et c'est ce que vous voyez souvent, ce qui fait peur sur les timelines, c'est toute cette partie-là, les assets. On a les grosses séquences After Effects qui prennent beaucoup de place et qui recouvrent la totalité de la vidéo. Donc ça, c'est des choses qu'on fait sur After Effects. Généralement, là, c'est de la 3D, c'est des cartes en 3D pour le coup. Ça permet de donner du contexte. Ça va être pour des voix off ou alors pour des explications assez poussées. C'est là où on va faire du motion design, etc. Et d'ailleurs, je vous renvoie vers Majin, qui est vraiment un boss dans ce domaine-là. Je sais que récemment, il a fait des vidéos pour Bailan, et les voix off sont excellemment bien illustrées, mais par contre, ça doit prendre tellement de temps, tellement de ressources.
c'est une dinguerie. Mais par contre, c'est très très beau. Ensuite, on a les assets, donc les espèces de textes. Donc là, pour le coup, c'était juste pour afficher 1 heure. Hein. J'ai fait en sorte de l'optimiser. Pour le coup, sur cet asset, j'ai justifié le texte à droite, ce qui me permet de changer n'importe quelle heure et que l'asset soit toujours bien placé. Je peux mettre 14h03. Bah voilà, le texte, il est bien calé, il est bien à droite et ça permet de gagner du temps. Optimisez vos timelines, optimisez vos assets, optimisez vos textes, peu importe. Ensuite, sur les autres assets, on a tout ce qui est timer. Donc là, j'ai rajouté un petit texte temps écoulé parce que je l'avais pas rajouté et il fallait donner un peu plus de contexte. Donc ça, je l'ai vraiment fait à la toute fin, j'ai rajouté le texte temps écoulé. Mais pour le coup, ça, c'est des assets qu'on va rajouter par-dessus la vidéo et c'est des moggers comme je vous explique. Et derrière, alors, c'est quoi ces grosses piles? Simplement des cartes. En fait, sur cette vidéo, on va avoir besoin de beaucoup de cartes. Sur cette carte, alors, à la base, on avait vraiment les vraies cartes et j'ai dû les recréer pour avoir plus de fluidité parce que les points étaient trop saccadés. Donc typiquement, là, vous voyez que j'ai juste sur ça 5 calques qui sont que des points. Et du coup, si je les désactive, c'est que ça. Et en fait, ça ne prend que des points. Donc ça fait peur. C'est des grosses piles d'assets comme ça, des grosses piles de calques, mais au final, c'est quasi rien. Et pour le coup, ça, on pourrait le faire sur After Effects. Et pourquoi je l'ai fait sur Premiere Pro? C'est pour gagner du temps et optimiser. Ici, là, cette séquence imbriquée, c'est simplement ça. Simplement un commentaire en plus. Et tout le reste, c'est un calque d'effet pour donner un espèce de léger zoom sur toute la carte. Ici, il y a le pinpoint de Ewen, de Fuse, les points rouges que j'ai créés sur Photoshop et que j'ai simplement importé, le cercle de Fuse, le cercle de Ewen et le fond de carte. Et ça, vraiment, c'est typiquement quelque chose que j'aurais pu faire dans After Effects. Vous auriez pas vu tous ces calques, mais j'ai préféré le faire pour le coup sur Premiere Pro parce que ça me prenait moins de temps. Voilà, faire des allers-retours avec After Effects, c'est cool, mais ça prend du temps. Puis après, il faut faire les rendus, etc. Donc pour moi, c'est pas le truc le plus optimisé. Et c'est vraiment sur cette partie-là, en fait, que on va avoir le plus de taf. C'est pas la partie qui va être la plus grande. Comme je vous ai dit, le dérush, ça prend du temps, mettre les musiques, ça prend du temps. C'est pas ce qui va avoir le plus d'impact sur la vidéo en termes de rythme. Mais par contre, c'est ce qui va avoir le plus d'impact dans la compréhension, dans les explications. Tout ce qui va faire que votre vidéo, en fait, elle ressemble à une vidéo YouTube. Et généralement, c'est là où le client va avoir beaucoup de retours. C'est là où on va me dire « Ah, j'aime pas trop ce texte, donc il faut changer toutes les typos. Ah, cette carte, je l'aime pas trop, donc il faut changer toutes les cartes. » Et en fait, en tant que client, et je pense que j'ai jamais été client, mais je pense qu'en tant que client, la structure de la vidéo, elle est terminée depuis longtemps. Mais il y a plein de retours. C'est là où ça prend le plus de temps pour les monteurs, et c'est là où ça chiffre vite. Donc récemment, ce que j'ai fait avec Fuse, c'est que j'ai dit en fait, ok, vous voulez tous ces retours, voilà le temps que ça va me prendre, et du coup, ça leur permettait de pas être surpris sur le tarif qu'ils allaient payer. Et c'est vrai qu'en tant que client, je pense que ces petits retours, on n'a pas l'impression que ça prend beaucoup de temps, parce que pour nous, la vidéo, elle est presque terminée, et c'est juste des petits assets. Le problème, c'est que ces petits assets, vous voyez, prennent beaucoup de place, ils prennent beaucoup de temps, il faut les retrouver. Et quand on me dit, ah ouais, la carte numéro 7, j'ai pas kiffé. Ok, c'est quoi la carte numéro 7? Elle était à combien? Elle était à 15,30. Ok, donc là, cette carte ici, ça lui plaît pas trop, il faut qu'on la modifie. Comment est-ce qu'on va la modifier? Est-ce qu'il faut que je fasse une séquence After Effects, etc. Qu'est-ce qui va pas, machin. Et c'est toujours comme ça. Ah oui, c'est sur cette partie-là que j'ai des lacunes. C'est-à-dire qu'avant, je travaillais vraiment sur des écrans très bas. Du coup, j'entassais tout. Et là, au lieu d'avoir 17 pistes, j'aurais pu en avoir que 8. Même pas, et 8 c'était beaucoup pour l'époque. Et encore, vous voyez qu'actuellement, j'ai encore des lacunes parce que, typiquement, le timer, il n'est pas au même endroit que le compteur ici, etc. Alors qu'il devrait l'être. Et typiquement, moi, si j'ai un point d'amélioration à me donner, moi, il faut pas étaler sa timeline sur la largeur, mais plutôt en hauteur. Et aérer son montage. C'est comme en fait si vous travaillez sur un bureau où il y a plein de trucs partout avec votre clavier et votre souris. Vous auriez pas de place pour déplacer votre souris, vous n'avez pas trop de place, vous allez cliquer sur des trucs, machin, parce que votre bureau il sera encombré. Et ben là c'est pareil. Aérez vos montages, aérez vos timelines, c'est hyper important. Et en plus ça vous rendra vos timelines hyper impressionnantes comme celle-là. C'est un petit tip que je vous donne, voilà, pour flex un peu sur Twitter. Mais voilà. Et au final, du coup, vous vous rendez compte que on arrive très rapidement à 17 layers au niveau des vidéos, qu'on arrive rapidement à 6, 7, 8, pourquoi pas même pistes sur l'audio, et du coup au final, on en a besoin de cette hauteur. Donc voilà le secret derrière cette timeline que je vous ai partagé sur Twitter. D'ailleurs, j'ai un compte TikTok et je fais aussi des shorts sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir, ça pourra vous donner des tips, des inspirations, et vous donner des idées de questions à me poser en commentaire pour les futures vidéos. D'ailleurs, j'ai déjà tourné une vidéo sur le résumé de mon parcours il y a quelques jours, elle sortira, je pense, d'ici les prochaines semaines. Et pour terminer, je vous renvoie vers la vidéo de Cyril, Secret de monteur pro. Elle s'affiche juste ici et il vous expliquera exactement comment s'organiser de manière très propre sur une timeline sur Premiere Pro.